La République centrafricaine sur la voie de la normalisation après 3 années de crise. Le 14 février, le second tour de l'élection présidentielle opposera 2 anciens premiers ministres. Jean-Arnold de Clermont, vous êtes, comme on dirait, un centrafricain d'adoption de 1964 à 1971. Vous avez exercé votre magistère en République centrafricaine. Au titre de l'association Pharos, en 2014, vous avez animé un dialogue entre centrafricains, dialogue censé les conduire sur la voie de la réconciliation. 3 ans après la crise politique qui a suivi le départ de François Bozizé, ce scrutin peut-il marquer un nouveau départ pour ce pays qui, en 50 ans, en plus de 50 ans d'indépendance, aura connu une succession de crises? Il me semble que les conditions sont réunies pour cela du côté du peuple centrafricain. Parce que c'est une véritable victoire du peuple centrafricain que de s'être inscrit massivement sur les listes électorales, d'avoir voté entre 70 et 72%, ce qui est considérable pour Centrafrique. Je suis incapable de dire si l'un ou l'autre des candidats qui seront élus à partir de dimanche prochain, l'un ou l'autre sera meilleur que l'autre. Je n'ai aucune opinion là-dessus, mais il me semble qu'après la crise qu'on a connue, le fait que le peuple centrafricain se soit saisi de ces élections. Moi, j'étais à Bangui au moment de Noël, au moment à la veille du premier tour. Et c'était extraordinaire de voir l'atmosphère de fête. Le peuple centrafricain de Bangui disait « ça y est, j'ai mon avenir entre mes mains ». Et ça, c'est nouveau, c'est vraiment nouveau. Mais ce second tour va opposer, comme je le disais en introduction, 2 anciens premiers ministres, Anissé Dolongele, qui aura été le premier ministre dans Félix Patassé, et Faustin Archange Touadéra, qui a été le premier ministre de François Bozizé. On a l'impression qu'on prend les mêmes et qu'on recommence, surtout quand on sait qu'il y a 3 ans, François Bozizé était accusé de tous les maux. Oui, et qu'il l'est toujours. Effectivement, il n'y a pas un véritable renouvellement de la classe politique centrafricaine. Ce que mes amis centrafricains me disent, c'est que ces deux-là ont peut-être été moins compromis et de toute manière ont été absents dans la crise de ces 3 dernières années. Mais c'est tout à fait symptomatique de voir que ce sont uniquement les noms connus, ces deux-là, Ziguélé, Kolingba, Bokassa, qui sortent, comme si le peuple centrafricain n'avait pas eu des programmes sur lesquels il se prononçait, mais des noms qu'il connaissait plus ou moins et pour lesquels il votait. François Bozizé est pratiquement réhabilité, parce que quand on voit que son candidat rallie derrière lui la majorité des candidats malheureux au premier tour. Alors ça, c'est une question à laquelle, moi, personnellement, je ne peux pas répondre, n'étant pas sur place, ne pouvant pas comprendre ce qu'il y a derrière. Mais c'est certain que si ce candidat, qui est soutenu par le clan Bozizé, signifiait le retour des pratiques de Bozizé et éventuellement le retour de François Bozizé lui-même, ce serait pour Centrafrique une véritable catastrophe. Car il faut du neuf. Il faut du neuf dans la manière de conduire la politique, il faut du neuf dans la vision d'avenir pour Centrafrique, et ça ne peut pas être la reproduction du passé. Alors, Faustin Archange Touadéra est également soutenu par la présidente de la transition. Oui, bien sûr. C'est surprenant. C'est d'ailleurs tout à fait surprenant que la présidente de la transition ait soutenu des candidats. Son rôle était un rôle, à mon sens, de neutralité, effectivement. Voilà, on est dans une classe politique centrafricaine qui a besoin d'un profond renouvellement. Et ce que j'espère, c'est que porté par une élection honnête, solide et avec une majorité de voix malgré tout, le candidat qui sortira sera capable de renouveler la vie politique centrafricaine. Mais ce sera un vaste problème. Un grand défi. Alors que pensez-vous du bilan de cette transition qui n'a pas pu régler les maux dont souffrait la Centrafrique, malgré le soutien important de la communauté internationale et notamment de la France? Je ne suis pas très optimiste dans mon jugement, pas très favorable dans mon jugement. La présidente de la transition n'avait pas beaucoup de moyens, c'est tout à fait clair.
Mais il y avait un Conseil national de transition qui était là, qui avait les capacités de travailler. Or, qu'est-ce qu'on voit? On a fait durer la transition comme si c'était un moyen de survivre ou de vivre bien pour un certain nombre d'entre eux. On a eu du népotisme, de la corruption, pratiquement peu de dossiers ont avancé. En dehors de celui de la nouvelle Constitution, quand même. En dehors de celui de la nouvelle Constitution. Et grâce probablement au rôle tout à fait positif de la Cour constitutionnelle. Mais donc, vraiment, on a perdu 3 années. Alors, je sais bien que, malgré les soutiens internationaux, les Centrafricains se sont trouvés devant une crise dont ils n'avaient pas l'idée à l'avance, dont ils ne pouvaient pas sentir le poids. Il y a eu de nombreuses crises en Centrafrique, ça se réglait en quelques jours. Moins grave que celle-là. Et là, la violence a été telle, avec le poids de ce qui est venu de l'extérieur, par les Akawa du Tchad, les Janjaouides du Soudan, cette violence qui a provoqué des violences en retour de la part des anti-Balaka. Bref, la situation était telle que les Centrafricains ont été écrasés par cette crise. Mais ce n'est pas suffisant pour tout expliquer. La médiation africaine a-t-elle été à la hauteur des attentes des Centrafricains pour conduire ce pays en sortie de crise? Je pense que ni la médiation africaine, ni l'aide internationale n'allaient été à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre. Les médiateurs, d'abord on ne sait pas qui ils étaient, Idriss Déby, et Sassou Nguesso, Ali Bongo à un moment. Bref, personne ne sait qui menait la danse et je ne peux pas dire que l'un ou l'autre des chefs d'État du Congo ou du Tchad ont véritablement aidé la République centrafricaine, sans compter toutes les difficultés qu'il y a eu avec les troupes tchadiennes en Centrafrique. Du côté de la France, je ne peux pas nier la volonté de bien faire d'un certain nombre des conseillers français qui étaient sur place. Mais je suis bien forcé de constater que Sangaris, qui est arrivé comme le sauveur du pays en décembre 2013, est aujourd'hui au nid et sur les murs de Bangui, il y a marqué Sangaris dehors. Ça signifie quelque chose. Il faudra bien qu'on explique comment la France est partie avec un tel capital de sympathie il y a 2 ans et aujourd'hui est probablement au plus bas dans l'affection des Centrafricains. Alors, les choses peuvent changer. Ça s'explique en partie par les viols dont sont accusés les soldats français. Certainement, certainement. Ça s'explique aussi en ce moment par le drame de la fin septembre, début octobre 2015, où et la MINUSCA et Sangaris ont été aux abonnés absents pendant 2 jours dramatiques, des drames. Avec 70 morts à Bangui. Et la population de Bangui a de la mémoire. Mais ça n'explique pas tout. Comment se fait-il que l'on raconte à Bangui sans arrêt, à qui veut l'entendre, que Sangaris est venu voler les diamants? On a le sentiment, vous voyez, que tout le passif colonial et néocolonial de la France refait surface à l'occasion d'une crise comme celle-là. Et qu'on n'a pas été en mesure d'y répondre, de répondre à ce défi-là. Mais comment pouvait-on y répondre ? Probablement, mais là je m'avance sur un terrain qui n'est pas le mien, probablement par une diplomatie beaucoup plus modeste. Je dis souvent qu'en Afrique centrale, la France, qui a eu un passé colonial très, très lourd, terriblement dramatique dans certains cas, devrait aujourd'hui avoir la sagesse de se cacher, de se mettre derrière l'Europe. En retrait. En retrait. Il faut qu'elle continue à aider. Mais on voit bien qu'avec le Mali, ce qui se passe au Mali, on voit bien que l'Europe n'a pas envie d'être au front. Vous avez parfaitement raison. Et c'est bien toute la problématique diplomatique actuelle. C'est que pour sortir de ce poids d'un passif colonial, il faut véritablement que nous soyons très modestes en tant que Français, mais en même temps que nous restions présents à travers une diplomatie qui, à mon sens, devrait être celle de l'Europe. Et il faudrait que l'Europe comprenne cela,
que nos amis suédois, allemands, anglais comprennent le rôle que l'Europe doit jouer sur l'Afrique centrale. Alors, on ne peut que souhaiter, au lendemain de ce scrutin, que les Centrafricains écrivent une nouvelle page de leur histoire, mais les défis à relever sont nombreux. Il faut réformer l'armée, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ce sont des milices qui dirigent la Centrafrique. D'un côté, les Séléka et les anti-Balaka. Il faut penser au retour des déplacés, également, mais également aplanir les rapports entre chrétiens et musulmans. Et ça, ce n'est pas le plus facile. Moi, je vois 4 défis majeurs. Si vous me donniez une demi-heure, je en parlerai pendant une demi-heure. Je vois 4 défis majeurs. Bien sûr, restituer le rôle de l'État. C'est absolument évident qu'il faut que les FACA reprennent leurs responsabilités, notamment les gendarmes, la police, pour assurer la sécurité dans le pays. Récupérer l'autorité sur les territoires qui aujourd'hui sont détruits par des prédateurs à l'ouest comme à l'est. Rétablir les grandes fonctions de l'État, les fameux 5 verbes du Mézane, vêtir, loger, éduquer, nourrir, etc. Soigner. Mais il me semble qu'il y a un autre défi. Il faut que les Centrafricains puissent dialoguer entre eux. Répondre à la question... Mais il y a eu un dialogue. Oui, oui. Avec les résultats qu'on sait. Amorcé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Il faut que l'on puisse parler de cela. Et moi, j'ai été très frappé à Bangui tous ces derniers temps de voir que les uns et les autres avaient des tas d'idées là-dessus, mais que le dialogue national, en dehors de ce qui s'est organisé dans le forum, n'était pas organisé. Il faut ensuite répondre au défi de l'impunité. C'est dramatique. Sur 100 personnes, il y a 50 victimes, 50 bourreaux. Et ils vivent ensemble, dans le même village, dans le même quartier. Comment est-ce qu'on va répondre à cela ? C'est un travail énorme de sensibilisation, de dialogue les uns avec les autres, de réparation. On ne peut pas imaginer que celui qui a mis à mort telle ou telle personne puisse continuer impunément à vivre dans un quartier à côté de ses victimes. Et puis, il faut guérir les mémoires avec la France, avec les puissances coloniales dans l'ensemble. Les puissances régionales également. Mais aussi au plan régional. Il faut que les Centrafricains se restituent, se réaccaparent l'histoire de leur propre pays. Il y a une richesse culturelle en Afrique centrale qui est ignorée dans les écoles même. Et il faut que cette histoire du peuple centrafricain devienne la base d'une reconstruction. Jean-Arnold de Clermont, merci. Merci à vous. C'est une belle conclusion, mais c'est un vaste.